Bonjour, dans cette vidéo donc vous allez avoir la correction de la feuille d'exercice qui permet de réviser différentes notions que l'on a déjà travaillées, donc qui est la notion de vitesse, comment on la calcule, comment on la représente, la notion d'interaction et plus précisément de force. Alors on commence avec le premier exercice où on vous parle de buy-in. Donc le buy-in c'est cette avancée de la mer là qui est dangereuse pour les nageurs. Donc je vous laisse lire le document. Ici toutes les informations sont pas nécessaires pour résoudre l'exercice. Ce qu'il faut simplement utiliser dans le texte, c'est donc la vitesse à laquelle la mer se retire de la buy-in lorsque la marée redescend. C'est donc cette vitesse-là qui est assez importante, qui est dangereuse. Donc le courant de l'eau est à peu près de 1,5 mètres par seconde. Alors ça paraît pas forcément énorme, mais lorsque vous êtes en train de nager, c'est quand même un courant qui est assez important. Ce courant-là, normalement, on apprend dans la question 1, eh bien, qui va pas durer très longtemps, donc il va vous faire partir vers le large, mais seulement à 400 mètres du large. Donc la première question, il va falloir estimer combien de temps on va être embarqué par le courant si jamais on se retrouve dans une buy-in et que on parcourt les 400 mètres. Donc ici, on connaît la distance que l'on va parcourir, 400 mètres. On sait la vitesse à laquelle on va se laisser porter par le courant, donc à 1,5 mètres par seconde, et il va falloir en déduire la durée. Il y a ici différentes façons de raisonner, soit on utilise un raisonnement qui est intuitif, soit on utilise les formules qu'on a déjà vues. Alors par rapport au raisonnement intuitif, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait qu'on va à une vitesse de 1,5 mètres par seconde, donc ça veut dire que chaque seconde on va parcourir 1,5 mètres, et on sait qu'on a 400 mètres à parcourir. Donc l'idée c'est de trouver combien de fois il y a 1,5 dans 400. Donc pour trouver ce chiffre-là, combien de fois il y a 1,5 dans 400, eh bien, il faut faire 400 divisé par 1,5. Mais ça, on pouvait le trouver aussi en utilisant les relations que l'on connaît. Pour rappel, normalement, ce que vous devez savoir, c'est donc que la vitesse, notée V, elle se calcule de la manière suivante. Il faut prendre une distance et la diviser par un temps. Alors ça, on l'avait retenu de manière visuelle à l'aide d'un triangle. Alors je vous rappelle que dans le triangle, les lettres sont placées dans l'ordre alphabétique. Donc ça permet de se souvenir que ici, le D est en haut et les deux autres lettres sont en bas. En fait, T et V, c'est pas important, c'est juste se souvenir que D est en haut. Alors, nous, ce qu'on cherche dans l'exercice, c'est pas de calculer V, cette formule-là elle permet de calculer V, c'est de calculer la durée, donc c'est de calculer T. Je vous rappelle donc comment on fait pour utiliser ce triangle-là. Donc on cache la lettre que l'on recherche et on regarde ce qui nous reste. Donc si je cache la lettre T sur le triangle, il me reste D et V, donc je vais placer D au-dessus de V. Donc je vais faire D divisé par V. Dans le triangle qu'on a dessiné ici, ce trait-là représente plus ou moins le signe divisé. Lorsque l'on rédige, la première chose à faire, c'est rappeler la formule que l'on doit connaître. Donc ici, normalement, la seule formule à connaître, c'est V égale à D sur T. Et ensuite, on va en déduire la valeur de T. Donc ensuite, on va trouver une formule de la forme T égale. Et là, on va marquer donc ce qui nous intéresse. Donc on vient de le voir, hein, c'était D divisé par V. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule littérale, puisqu'il y a des lettres. Ensuite, on remplace les lettres par leur valeur. Donc je suis toujours en train de calculer T, et je dois faire D divisé par V, donc je cherche la valeur de D, la distance parcourue, c'est donc 440 mètres, que je divise par la vitesse, et c'est donc 1,5 mètres par seconde. Ici, on voit que les mètres se simplifient, et donc, ce qui va me rester comme une unité, c'est la seconde, et donc je vais obtenir mon résultat en secondes. L'application numérique
donne un résultat qui est impossible à écrire de manière décimale, mais vous savez qu'en physique-chimie ce n'est pas un problème, donc régulièrement on va essayer d'arrondir au premier chiffre après la virgule, donc ici on pourra dire 266,7, puisque derrière il y a un 6, donc on va arrondir à l'unité au-dessus. Et ici on n'oublie pas de faire une phrase de réponse pour répondre simplement à la question. Alors, ensuite, question suivante, on va comparer la vitesse du courant à la vitesse d'un nageur réel. Donc on apprend à la question numéro 2 qu'aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, un nageur qui s'appelle donc Adam Peaty a fait 100 mètres en 57 secondes,13. La question qu'on se pose, c'est est-ce que un champion, en fait, donc lui, est-ce qu'il serait capable de résister au courant? Donc là, il y a deux méthodes possibles. Soit on essaie de calculer le temps mis par Adam pour faire les 400 mètres, ce qui va être assez simple à faire. Soit, deuxième possibilité, on calcule sa vitesse et on compare sa vitesse au 1,5 mètres par seconde. Ici, la méthode la plus simple, c'était de déterminer le temps nécessaire à Adam pour faire les 400 mètres. Si on rédige donc ce que je viens d'expliquer, on trouve que pour parcourir les 400 mètres, Adam Peaty donc ça va lui prendre 228,5 secondes. Donc il va être plus rapide que le courant, puisque le courant ça lui prend 267 secondes. Ici, la réponse n'est donc pas terminée. Il faut comparer le résultat trouvé avec le résultat de la question numéro 1 et conclure. J'ai marqué en phrase de conclusion que Adam Peaty pourrait réussir à parcourir les 400 mètres plus rapidement que le courant, puisque 228 secondes, c'est plus petit que 267. Il serait peut-être capable de remonter le courant. Donc là, j'ai répondu vraiment à la question. Donc, premier point, la première partie de la réponse n'est pas suffisante, il faut aller jusqu'au bout et vraiment répondre à la question. Deuxième point, vous avez vu que j'ai utilisé le conditionnel pour répondre à cette question-là, puisqu'il y a peu de chances que Adam réussisse à maintenir sa vitesse sur les 400 mètres. Il a réussi à faire 100 mètres à cette vitesse-là, mais 400 mètres, c'est pas sûr. Autre chose, là il était en piscine durant les Jeux Olympiques. En mer, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc bien sûr, cette réponse-là n'est pas faite pour vous encourager à essayer de battre le courant. Même Adam Peaty, peut-être il n'y arriverait pas. Pas parce qu'il réussit à aller plus vite que le courant sur 100 mètres en piscine qu'il réussira à faire 400 mètres en mer. Donc à la question numéro 3, on a une image d'un nageur et on va devoir représenter deux vitesses, la vitesse de l'eau, plus ou moins du courant, et la vitesse du nageur. Donc je vous rappelle que les vitesses se représentent sur des schémas à l'aide de flèches. Alors ces flèches, pour représenter une vitesse à l'aide de flèches, on va avoir besoin de connaître les vitesses. La vitesse du courant, on la connaît, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 1,5 mètres par seconde. Alors sachant que 1 mètre par seconde, c'est représenté par 3 cm, ça veut dire que j'ai 3 fois plus de centimètres que de mètres par seconde, donc il faut que je multiplie par 3 1,5 pour connaître la longueur de la flèche que je vais devoir tracer pour représenter le courant. Et 3 fois 1,5, ça fait donc 4,5, donc je dois faire représenter un courant. Alors le courant, a priori, il va à l'encontre du mouvement du nageur, donc que vous devez avoir utilisé donc pour représenter la vitesse du courant. C'est une flèche qui doit faire 4,5 cm de longueur, une flèche qui sur l'image apparaît horizontale puisque, j'ai déjà dit, le courant va en sens inverse du nageur. Alors le problème c'est que nous on ne connaît pas la vitesse du nageur.
Donc il va falloir la calculer. Je vous rappelle que pour calculer une vitesse, on fait d divisé par t. Et je sais que ce nageur-là, lui, il fait 100 mètres en 57,13 secondes. Alors là, bien sûr, je suis au brouillon normalement, et donc je prends la calculette pour calculer ça, et je trouve que la vitesse du nageur, c'est à peu près 1,75 mètres par seconde, et donc on retrouve cette idée que le nageur va quand même plus vite que le courant. Pour connaître la longueur donc de la flèche que je dois représenter, il va falloir que je multiplie à nouveau par 3, puisque 1 mètre par seconde est représenté par 3 cm. Si je fais le calcul, ça me donne donc un trait qui doit faire à peu près, enfin une flèche qui doit faire à peu près 5,25 cm. Donc je l'ai déjà représenté ici. Donc ici c'est la vitesse du nageur. Donc, je vais noter Vn, c'est pas facile à lire, je l'ai pas très bien écrit. Et l'autre, la vitesse du courant, par exemple, on peut l'appeler Vc. Voilà, donc on a représenté la vitesse du courant et la vitesse du nageur à l'aide de flèches. Exercice numéro 2, on va apprendre à nommer les forces. Donc on a différentes situations et c'est sous forme de QCM. Première situation, on doit parler de la force qui déforme le trampoline. Alors le trampoline, il est déformé sous l'action du garçon, puisque si le garçon s'en va, le trampoline il n'est pas déformé. Donc c'est le garçon qui agit, et il agit sur qui? Sur le trampoline qui lui est déformé. Donc c'est la force exercée par le garçon sur, ou l'enfant, sur le trampoline. Donc la première réponse qu'il fallait cocher. Deuxième situation, on a une force qui part de la main ici et qui va le long de la corde. Donc en fait c'est la force qui fait que la main est attirée vers la droite. Alors qui agit? Eh bien c'est la corde qui agit sur la main du garçon. Alors c'est quelle proposition? La corde sur le garçon. Alors on aurait pu penser que c'était la fille qui agissait, puisque effectivement si la fille arrête de tirer, cette force-là disparaît, mais la fille n'est pas en contact avec le garçon, et elle ne peut pas agir à distance sur sa main. Donc comme c'est une action de type contact, il faut forcément qu'il y ait un contact avec la main qui soit responsable de l'action. Et la seule chose qui soit en contact avec la main du garçon, c'est la corde. Troisième situation, on a un plongeur et on doit dire à quelle force il est soumis. Alors, est-ce qu'il est soumis à la force du plongeoir? Alors, il a quitté le plongeoir et le plongeoir ne peut exercer de force que de type contact. En fait, il y a très peu d'objets qui peuvent exercer des forces à distance. Il y a globalement la Terre qui peut attirer des objets vers elle, pour ça que les objets tombent. Il y a les aimants qui peuvent exercer des forces à distance, ou alors des choses que l'on a chargées électriquement. Par exemple, une règle électrisée peut attirer des petits bouts de papier. Alors ici, c'est aucune de ces situations que j'ai décrites, donc le plongeoir là, il peut pas agir à distance. En fait, il est en contact avec pas grand chose. Alors ici, il va être attiré vers l'eau, vers le sol en fait. Donc effectivement, là, il est soumis à la force exercée par le centre de la Terre. Quand on est attiré vers quelque chose, on est attiré en fait vers le centre de la Terre. Alors, est-ce qu'il subit la force de l'air? Un petit peu, effectivement. Il y aura ce qu'on appelle les forces de frottement qui vont ralentir très légèrement sa chute. Donc on peut aussi cocher cette case-là. Dernière situation, on a plein de forces qui sont représentées, mais nous on va s'intéresser uniquement à la force rouge. Alors ça se situe au niveau de la main et ça va vers l'arrière. Alors si ça avait été vers l'avant, ça aurait été la ficelle qui tirait vers l'avant. Si ça tire vers l'arrière, eh bien en fait c'est que c'est l'action de la main, c'est là ou de la dame, qui va tirer elle vers l'arrière. Alors donc du coup c'est la dernière proposition, c'est la maîtresse qui tire sur la laisse.
Notons que les autres forces là dont on parle sur cette question-là ont été représentées. On peut s'amuser à les retrouver. Alors, la force exercée par le chien, eh bien, elle est ici, c'est la force qui est représentée en vert. La force exercée par la laisse sur, alors là il y a une petite erreur, par la laisse sur la maîtresse, c'est donc la force bleue. Dernier exercice, c'est l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3, on a un extrait d'une BD de Boule et Bill, et on voit donc un garçon et Bill qui tirent tous les deux sur un mouchoir. Première question, on va falloir représenter la force exercée par Bill sur le mouchoir par une flèche de 4 cm. Donc je vais vous montrer le principe, vous rappelez le principe du tracé. Pour tracer les forces, bien sûr on utilise une règle. Et donc nous, c'est la force exercée par Bill sur le mouchoir. Il faut bien faire attention à ça pour savoir ce qu'il va falloir représenter. Donc la force exercée par Bill sur le mouchoir, elle va être alignée sur le mouchoir. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre le plus aligné possible. Voilà, comme si on n'est pas trop mal. Et donc lui, Bill, il tire, faut se demander à quel endroit. Donc il va tirer ici. Et il tire vers l'arrière. Donc il faut tracer une force qui fait 4 cm. Donc moi je fais sans respecter les échelles, hein, puisque je peux pas, il n'y a pas de chiffre là sur la règle. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je pense à donc mettre une flèche. Alors pour que ce soit un peu plus lisible, et peut-être que vous aussi vous serez bien à faire ça, je vais nommer la force en dessous. Donc c'est la force représentée par une flèche de Bill sur le mouchoir, sur M. F de B sur M. Question numéro 2. On nous demande, d'après le principe d'inertie, que peut-on déduire de l'immobilité du mouchoir? Donc déjà, il faut se rappeler que dans les activités précédentes, on a vu le principe d'inertie. Le principe d'inertie, je vais rappeler ce qu'il dit. Il dit que si un objet est au repos ou alors en mouvement rectiligne uniforme, alors ça veut dire potentiellement deux choses. Ça peut soit vouloir dire que rien n'agit sur l'objet, ou alors, deuxième solution, c'est que les actions se compensent. Donc ici, on a déjà vu qu'il y avait Bill qui tirait sur le mouchoir, donc il y a déjà une action. Il faut, si on veut que le mouchoir soit immobile, qu'il y ait une autre action qui compense l'action de Bill. Et là on comprend bien que l'action qui compense l'action de Bill, c'est la force exercée par le garçon sur le mouchoir. Et si ces actions se compensent, ça veut dire que ces flèches doivent plus ou moins s'annuler. Petite remarque au passage, ici en fait on a utilisé la réciproque, un petit peu comme vous pouvez utiliser une réciproque du théorème de Thalès ou du théorème de Pythagore. Ici on a utilisé la réciproque du principe d'inertie, puisque on n'a pas utilisé les forces pour en déduire le mouvement, on a utilisé le mouvement pour en déduire les forces. Question numéro 3, on doit s'aider de la réponse précédente pour représenter la force du monsieur sur le mouchoir. Donc on va devoir représenter une force qui compense la force de Bill. J'ai repris donc le schéma, je suis toujours dans la même direction et je vais faire une force qui a la même longueur. Alors pour moi ça va être un petit peu compliqué de faire la même longueur, mais vous avec les graduations numérotées vous allez pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Donc il faut faire une flèche qui part de là où le monsieur agit et qui fait 4 cm de long en partant vers l'arrière. Ainsi, ces deux actions-là vont s'annuler, se compenser. Alors pareil, je vais nommer la force, je vais le faire ici pour que vous y voyez mieux. Ici, donc, j'ai représenté la force du monsieur sur le mouchoir. Dernière question, quelle doit être l'échelle sur le schéma si les forces ont pour valeur 400 newtons? Donc si on a utilisé 4 cm pour représenter 400 newtons, ça veut dire que chaque centimètre représente 100 newtons. On revoit ici donc que les forces s'expriment en newtons.
Deuxième chose importante, dans les échelles, lorsque vous écrivez une échelle, il ne faut pas marquer de signe égal entre les centimètres et les newtons, ou entre les centimètres et autre chose, puisque des centimètres c'est pas pareil que des newtons, ça ne mesure pas la même chose. Donc interdiction de mettre un signe égal dans les échelles. Voilà, et bien on a fini de corriger les 3 exercices. Bon courage pour vos révisions.